Ben, donc, bonjour tout le monde. Donc, on enchaîne avec le chapitre analyse syntaxique. On enchaîne avec l'analyse syntaxique. Donc, on a vu la dernière fois comment calculer le premier d'une séquence. Donc, on va commencer, comme je vous ai déjà promis, avec la correction d'un exercice sur le premier et on continue le reste de notre cours. Donc, un premier, c'est le symbole terminal avec lequel commence une séquence. Donc, ça, ce sont des petites applications directes. Et notre exercice, ça va être celui-là. Donc, à ce niveau-là, on va prendre cet exercice-là et on va enchaîner tous ces concepts-là avec le même exercice. Rapidement. Donc, sans bruit, s'il vous plaît. Donc, on enchaîne avec cet exercice tout le long de l'analyse syntaxique. L'exercice de référence, s'il vous plaît. L'exercice de référence, ça va être cet exercice-là. C'est clair? On va travailler le premier de cette grammaire, le suivant de cette grammaire, l'analyse syntaxique avec l'analyseur syntaxique sur cet exemple-là pour voir l'enchaînement tout le long de ce processus. C'est clair? Donc, on a cette grammaire-là, E qui donne TE', E' qui donne plus TE', ou bien moins TE', ou bien epsilon. T, ça donne F T', T, ça donne F T', T', ça donne étoile TE', ou bien division TE', ou bien epsilon. Et finalement, la dernière règle, ça sera F qui donne E entre parenthèses ou NB. Donc, tout d'abord, les symboles non terminaux de notre grammaire, les symboles non terminaux sont E, E', T, T' et F. Ce sont les symboles non terminaux. Les symboles terminaux sont plus, moins, étoile, division, parenthèse ouvrante, ce qui vient avant le E dans la règle de F, parenthèse fermante, ce qui vient après le E dans la règle de F, et NB. NB, c'est un seul symbole. C'est clair? Ce n'est pas le N tout seul et le B tout seul, non. NB, c'est un seul symbole. Est-ce que c'est clair? Donc, alors, c'est très important de comprendre tout d'abord la nature de nos symboles pour savoir faire le reste. C'est clair? Et ça sera, je le répète encore une fois, ça sera un exemple de référence. C'est clair? On dirait qu'on va faire un analyseur syntaxique sur cet exemple-là. Tous les algorithmes vont être appliqués sur un même exemple exprès pour voir l'enchaînement. C'est clair? Bien. Donc, ça, ce sont les symboles non terminaux. E, E', T, T' et F. Les symboles terminaux sont plus, moins, étoile, division, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et NB. Et on va commencer à calculer le premier de E, le premier de E', le premier de T, le premier de T' et le premier de F. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, on va voir la première règle. Donc, à titre d'exemple, vous pouvez calculer vos premiers à l'aide d'un tableau. C'est la même chose. Soit comme j'ai fait déjà la dernière fois au niveau du cours, c'est-à-dire soi-disant une analyse manuelle, ou bien sous la forme d'un tableau. Ce sera la même chose. Mon but, c'est le résultat final. C'est la dernière ligne. C'est clair? Ça, c'est l'enchaînement. Comment on a trouvé les résultats. Et le résultat final, ça sera la dernière ligne. Est-ce que c'est clair? Voilà. Soit vous utilisez un tableau, soit vous utilisez, comme j'ai déjà fait, la correction au niveau de la séance, de la dernière séance. Donc, tout d'abord, premièrement, on ne connaît aucun premier. Oui ou non? On n'a aucune idée. Donc, c'est pour ça que la ligne 0, c'est ensemble vide pour tous les premiers. On ne connaît rien. On a une grammaire, on n'a pas encore commencé à calculer les premiers. C'est clair? Bien. Voyons quelle est la règle qui va nous permettre de calculer un premier. Ben, le premier de E, c'est quoi? Le premier de E,
C'est le premier de TE', oui ou non? C'est quoi le premier de TE'? C'est le premier de T, oui ou non? Est-ce qu'on connaît déjà maintenant le premier de T? Non. Donc, stand-by. On laisse le premier de E attendre jusqu'à calculer le premier de T. Voyons la règle de T. T, elle donne F T'. Quel est le premier de T? C'est le premier de F. Est-ce qu'on peut calculer le premier de F? Maintenant, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît? Non. Voilà. Maintenant, à ce niveau-là, non. Donc, on passe voir la règle de F. Oui ou non? Maintenant, la règle de F, elle donne E entre parenthèses ou bien NB. Est-ce qu'on peut déterminer ici les premiers de F? Oui. Quels sont les premiers de F? Parenthèse ouvrante et NB. Oui ou non? Donc, parenthèse ouvrante et NB. Donc, on a déterminé parenthèse ouvrante et NB, ce sont les premiers de F. Oui ou non? Est-ce qu'on peut déterminer un autre premier? Le premier de E'. Est-ce qu'on peut le déterminer? Oui. C'est quoi le premier de E'? C'est plus, moins et epsilon. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce qu'on peut déterminer encore un autre premier? Oui. C'est le premier de T'. C'est étoile, division et epsilon. Donc, avec une seule itération, on a trouvé trois premiers. Qui sont le premier de F, c'est parenthèse ouvrante, et NB. Le premier de E', c'est plus, moins et epsilon. Le premier de T', c'est étoile, division et epsilon. C'est clair? Donc, avec cette itération, on a pu déterminer ces trois premiers. Le premier de E', le premier de T' et le premier de F. Pour le moment, pour cette itération-là, on ne peut pas calculer le premier de T. Pourquoi? Parce que le premier de T, il dépend du premier de F. Oui ou non? Donc, il faut au préalable calculer le premier de F pour pouvoir calculer le premier de T. Oui ou non? Donc là, ça c'est une manière de représenter les données. Vous pouvez là écrire en toutes lettres comme j'ai déjà fait au niveau des exemples de S, donne, ABC, si vous vous rappelez bien. C'est clair? C'est la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez trouvé le résultat et finalement le résultat. C'est clair? Sous la forme d'un tableau. Pourquoi Alain? Je préfère utiliser un tableau pour pouvoir voir toutes les données en même temps. C'est clair? Parce que là, je peux, à titre d'exemple, calculer un premier, et peut-être que cet ensemble, il va changer après. C'est clair? Pour ne rien oublier, là, je peux représenter ça sous la forme d'un tableau. C'est clair? Ben, donc, on a déterminé le premier de E', le premier de T' et le premier de F. Maintenant, le premier de F, c'est le premier de T. Oui ou non? Donc, on peut déterminer le premier de T si on a déterminé le premier de F. Oui ou non? Donc, c'est déjà calculé, le premier de F. Donc, on peut le mettre comme étant un premier de T. Oui ou non? C'est parenthèse et NB. Si le F, il commence par parenthèse, alors le T, il commence par parenthèse. Si le F commence par NB, alors le T, il commence par NB. Oui ou non? Parfait. Donc, on a trouvé le premier de T. Ce qui est en rouge, c'est la valeur ajoutée par rapport à l'itération précédente. Ce qui est en rouge, c'est la valeur ajoutée, c'est la nouvelle donnée par rapport à l'itération précédente. Oui. Le premier de qui? De T. Oui, exactement. Ben, est-ce que le F, il contient epsilon ou là? Parmi ces premiers, est-ce que le F, il contient epsilon? Donc, est-ce que le T, il peut commencer par le symbole avec lequel commence T'? Non. Est-ce que le T... Parfait. Est-ce que le T, il peut commencer avec le symbole avec lequel commence T'? Non.
Si le F, il contient epsilon, si le F, il contient epsilon, alors le T, il va commencer par les premiers de F, union les premiers de T'. C'est clair? Hein? On a déjà discuté ça. Il vaut mieux revoir les séances. Ça ne suffit pas de suivre la séance et ne pas la reprendre après. C'est clair? Alors, il vaut mieux, tant que c'est la mémoire elle est fraîche, il faut reprendre la vidéo. C'est clair? Ou bien, au moment de la séance distancielle, prenez une note en parallèle. Prenez une note pour pouvoir revenir à ces notes-là. C'est clair? Bien. Donc, oui. Le premier de T. Hein? On est encore au premier de T. Voilà. Donc, le premier de T, il dépend du premier de F. On a trouvé les premiers de F. Donc, on peut déduire les premiers de T. Oui ou non? Maintenant, les premiers de E dépendent du premier de T. Oui ou non? Puisqu'on a déterminé les premiers de T grâce au premier de F, maintenant, on peut déterminer les premiers de E grâce au premier de T. Oui ou non? Parfait. Donc, si on a déterminé les premiers de T qui sont parenthèses ouvrantes et NB, alors, automatiquement, le premier de E, c'est parenthèse NB. C'est clair? Vas-y. Horizontalement, oui. Horizontalement, ça, c'est la première itération. J'ai dit qu'on ne connaît rien à ce niveau. Au début, on n'a rien trouvé. Puis, est-ce qu'on peut déterminer le premier de E dès le premier coup? Non, parce qu'il dépend du premier de T. Est-ce qu'on peut calculer le premier de T dès le premier coup? Non, parce qu'il dépend du premier de F. C'est pour ça, à l'itération numéro 1, on a le premier de E, c'est l'ensemble vide, et le premier de T, c'est l'ensemble vide. Donc, on a pu déterminer le premier de F, on a pu déterminer le premier de T', on a pu déterminer le premier de E'. Le problème, c'est pas comment le lire, comment le faire. Hey, tu peux le faire verticalement, vas-y. Si tu peux, vas-y. Vas-y, si tu peux, vas-y. Non, tu peux pas le faire verticalement. Ben, supposons que tu vas le faire verticalement. Le premier de E, tu ne connais rien. Le premier de E, tu ne connais rien. Le premier de E, tu ne connais rien. Le premier de E, tu ne vas rien connaître aussi. Le premier de E, tu ne vas rien connaître aussi. Donc, il faut le faire d'une manière horizontale. Le premier de E, nous, on a fait compte, le cerveau terminal. Hein? Et donc, c'est une deuxième itération. Là. Ça, c'est une deuxième itération. Là. Yeah. Là. Donc, c'est une deuxième. Ça, c'est une deuxième itération. Donc, il dépend du T. C'est une deuxième. Il dépend du F. C'est une troisième. Donc, tu es en train de travailler horizontalement. Lorsque tu as amené une première itération, deuxième, troisième, c'est d'une manière horizontale. Comment tu vas déterminer le premier de E sans voir le reste? Verticalement, là. Verticalement. Verticalement, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier de E, tu peux le trouver sans trouver les autres. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allô? S'il vous plaît, la séance, elle est enregistrée. Donc, il y a d'autres étudiants qui vont revoir la séance. Voilà. Donc, ils ont le droit d'avoir les mêmes conditions. C'est clair? Tu peux le faire comme tu veux. Mon but, c'est le résultat final. Voilà. C'est clair? Parfait. Est-ce que c'est clair, Olé? C'est clair? Vas-y. La ligne numéro 4, c'est le résultat.
C'est une manière de représenter les choses. C'est clair. Ah, tout simplement. Ça, c'est le résultat final. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Vous n'allez être jamais demandé de faire un tableau. Là. Non. On vous demande de calculer le premier. Tout simplement. C'est clair. Mais pour une manière organisée, je conseille mes étudiants d'utiliser un tableau. Pourquoi? Pour voir toutes les données en parallèle. En parallèle. Parce qu'il y a des relations entre les symboles non terminaux. C'est pour ça. C'est clair? Pour avoir une image qui est claire et horizontale sur toutes les données. Tout simplement. C'est clair? Parfait. Bien. Donc ça, c'est le premier. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair au niveau du calcul du premier? Bien. Parfait. Ben. Donc ça, c'est bon. Passons maintenant à une autre notion. Et dans cette notion-là, on va utiliser à un moment donné la notion du premier. Donc, cette notion, c'est le calcul du suivant. Qu'est-ce que ça veut dire, suivant? C'est un symbole terminal qui vient juste après un symbole non terminal. Je reprends. Supposons qu'on a la règle S qui donne grand A, petit a, grand B. Quel est le suivant du A? C'est juste le symbole qui vient après le A. On appelle ça suivant. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui ou non? À titre d'exemple, si je vous dis X donne A, B, C. Quel est le suivant de A? Quel est le suivant de A? Parfait. Premier de B. C'est pas B. B, c'est un symbole non terminal. Oui ou non? Le suivant de A, c'est le premier de B. À titre d'exemple, si le B, il donne petit a, quel est le suivant de A? C'est petit a. Pourquoi? Parce que le petit a, c'est le premier de B. Oui ou non? C'est pas le B. On n'a pas un premier ou bien un suivant qui contient un symbole non terminal. Toujours, on a des symboles terminaux. Est-ce que c'est clair ou non? Au cas où le premier de B est égal à epsilon. Le suivant A, le premier de C. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est quoi un ensemble suivant? Il contient les symboles terminaux qui viennent juste après un symbole non terminal. Est-ce que c'est clair? Tout d'abord, la notion. On va voir tous les cas possibles, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est clair comme notion déjà? Hein? Donc, c'est quoi un suivant? C'est un symbole terminal qui vient juste après un symbole non terminal concerné. C'est clair? Parfait. Bien. Bien. Supposons on a une séquence à lire. À titre d'exemple, A, B, B, A. À titre d'exemple. Je dis n'importe quoi. Chaque séquence, elle se termine obligatoirement par un dollar. C'est quoi le dollar? C'est le symbole de fin. Chaque chaîne, elle se termine par un dollar. Est-ce que c'est clair? Comme étant une marque de fin. Kimelan de file, à titre d'exemple, c'est la marque de fin de fichier. Par exemple, la fin d'une chaîne de caractères, c'est anti-slash 0. Donc, au niveau de l'analyseur, du compilateur, chaque mot qui va être analysé, il se termine obligatoirement par dollar. C'est-à-dire, on va lire les symboles. Si on trouve le symbole dollar, ça veut dire qu'on a terminé la lecture. On s'arrête. C'est clair? Donc, c'est un symbole qui va nous indiquer la fin de notre traitement. Bien. Donc, chaque chaîne,
elle se termine obligatoirement par le dollar. Est-ce que c'est clair? Bien, supposons qu'on a notre axiome S. On va faire des dérivations avec n'importe quelle grammaire, je parle, hein, dans le cas général. Finalement, on va trouver le mot A, B, B, A. Oui ou non? Oui ou non? Donc, supposons qu'on a ce résultat-là. A, B, B, A. Donc, on va faire des dérivations. Alors, c'est très important. S'il vous plaît, concentrez-vous. La problématique, voilà, le positionnement de la notion, ça, c'est le plus important. Alors, le reste, ça va venir automatiquement. Donc, je reprends. Chaque chaîne, elle se termine obligatoirement par un dollar. C'est une marque de fin de chaîne. Ça, c'est de 1. De 2. On a un axiome, n'importe quel axiome, dans n'importe quelle grammaire. On va faire des dérivations selon n'importe quelle règle. Ce n'est pas mon but. On va trouver finalement un mot. A, B, B, A. Et on a déjà dit que chaque mot, il se termine par dollar. Oui ou non? Donc, le S, il nous a donné A, B, B, A. Quel est le suivant de S? Le S, il nous a donné A, B, B, A. Quel est le suivant de S? Dollar. Parfait. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, vous avez toujours, parmi les suivants possibles d'un axiome, on a toujours le dollar. Je reprends. Parmi les suivants qu'on peut les trouver pour un axiome, on a obligatoirement le dollar. Parmi les éléments, ce n'est pas seulement le dollar. Parmi les éléments qu'on peut les trouver comme étant suivants de l'axiome, on a obligatoirement le dollar. Pourquoi? Parce que c'est la marque de la fin de la chaîne. Est-ce que c'est clair? Donc l'axiome, il nous a donné une séquence. Cette séquence, elle se termine obligatoirement par dollar. Donc automatiquement, l'axiome sans suivant, c'est dollar. Oui ou non? Wadah? Nati comme un autre exemple là que d'une manière... Donc, le suivant du A, B, B, A, c'est le même que le suivant de l'axiome. Est-ce que c'est clair? Toute cette partie-là a été dérivée du S. Ce n'est pas le suivant de S, mais ce sont les dérivés de S. C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire le suivant d'un nom terminal? C'est le symbole qui vient juste après, d'une manière horizontale, et non pas d'une manière verticale, d'une manière horizontale. C'est clair? À titre d'exemple, si je vous dis S donne X, A, B, quel est le suivant de X? Le premier de A. Oui ou non? Si le A, il contient epsilon, quel est le suivant de X? Le premier de B. Quel est le suivant de B? Quel est le suivant de B? Ce sont les suivants de S. Oui ou non? S donne X à B. S donne X à B. Ce qui vient après le S, c'est celui qui vient après le B. Oui ou non? Oui ou non? Bien. B. Si le B, si le B contient parmi ses premiers, il contient epsilon. Si le B, il contient parmi ses premiers, il contient epsilon. Quel est le suivant de A? Les suivants de S. Ce sont les premiers de B, union les suivants de S. Oui ou non? Si vous avez le B, il contient epsilon, ça veut dire qu'il n'existe pas. Oui ou non? Quel est le suivant de A? C'est le suivant de S. Et si le B il contient des éléments union, les premiers de B.
Si le A il contient epsilon, si le A il contient epsilon, le B ne contient pas epsilon. Si le A il contient epsilon, le B ne contient pas epsilon, quel est le suivant de X? Le premier de A. Premier de A union premier de B. Maintenant, si le A il contient epsilon, le B il contient epsilon, quel est le suivant de X? Le premier de A. Le premier de A, union le premier de B, union le suivant de S. Il reste qu'à l'appliquer. D'ailleurs, on l'a appliqué oralement. Toute la notion, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique, tout simplement. Le fait, le déclic pour les étudiants, c'est la confusion entre les dérivés et le suivant. Le dérivé, c'est une manière verticale, le suivant, c'est une manière horizontale. Si vous arrivez à assimiler cette notion, alors tout est compris. De manière générale, qui تتعامل avec les caractères ولا les symboles اللي فيهم epsilon في الكام تاع les suivants تاع x هما les premiers تاع A union les premiers تاع B union les symboles اللي موجودين الكل إذا فيهم epsilon union de là. صح Exactement ça. Ben, supposons que je t'en la ferai une chouette. Supposons on a S qui donne X, A, B, et on a une autre règle, X qui donne S, C. Tab. S qui donne X, A, B, le X, il donne S, C. On a plusieurs autres règles. Hein? Je raisonne sur la manière comment réfléchir. B, commençons. Quel est le premier de S? C'est le premier de X. Si le X, il contient epsilon, quel est le premier de S? Le premier de X, union les premiers de A. Parfait. Si le A, il contient epsilon, quel est le premier de S? Le premier de X, union les premiers de A. Parfait. Si le B aussi, il contient epsilon, avec le A qui contient epsilon, avec le X qui contient epsilon, quel est le premier de S? C'est le premier de X, union le premier de A, union le premier de B, union epsilon parce qu'elle est contenue dans X, A et B. Parfait. Ça, c'est du côté premier. B. Maintenant, quel est le suivant de S? S, c'est un axiome. Donc, par défaut, on a le dollar. Puisque S, c'est l'axiome, donc par défaut, on a le dollar. Bien. Quel est le suivant de S encore? Les premiers de C. C'est la deuxième fois que tu dis C. C'est le premier de C. Voilà. Parfait. Donc, le suivant de S, c'est quoi? C'est le premier de C. Premier de... C'est le premier de C. Ah. Quoi d'autre? Si les premiers de C contiennent epsilon, si les premiers de C contiennent epsilon, quel est le suivant de S? Premier de C, union. De C. Tout a été écrit. S'il vous plaît. Le dollar, c'est parmi les suivants de S, puisque S c'est un axiome. Ça, c'est de 1. On a X qui donne SC. Là. On a X qui donne SC. Donc, le suivant de S, c'est le premier de C. Parfait. Si maintenant, parmi les premiers de C,
on a epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire, on a epsilon? On dirait qu'on n'a rien ici. Donc, ça devient x donne s. Donc, le suivant de s, c'est quoi? C'est le suivant de x. C'est le suivant de x. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Le suivant de s, dans le cas où le c, il contient epsilon parmi ses premiers, le suivant de s, c'est le suivant de x. Quel est le suivant de x? Le a. Et si le a, il contient epsilon, c'est union le premier de b. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir l'image? Je reprends. Le S, il donne X AB. Le X, il donne SC. Donc, les suivants de S sont de là, puisque S est l'axiome. Ça, c'est de 1. De 2. Le suivant de S, dans la règle de X donne SC, c'est le premier de C. Ça, c'est de 2. De 3. Si parmi les premiers de C, je trouve epsilon, ça veut dire que S, il va être le dernier symbole de la partie droite. Oui ou non? Si c'est le dernier symbole de la partie droite, donc son suivant, ça va être quoi? Ça va être le suivant de la source. Oui ou non? Donc le suivant de la source qui est X, c'est quoi? Dans l'autre règle, ça devient le premier de A. Et si le A, il contient epsilon, ça devient le premier de A union le premier de B. Et si le B qui contient epsilon, ça devient le premier de A, union, le premier de B, union quoi? Union le suivant de S. Union le suivant de S. Oui ou non? Puisque c'est le dernier. Puisque c'est le dernier, donc union le suivant de S. Donc, par défaut, vous n'allez jamais trouver epsilon parmi les suivants. Par défaut, vous n'allez jamais, je le répète pour la énième fois, jamais vous n'allez trouver epsilon parmi les suivants d'un non terminal. Pourquoi? Si vous n'avez rien, ça veut dire que c'est le dollar. Et la source. C'est clair? Si c'est le dernier élément, ça va être les suivants de la source. Et si c'était un axiome, ça va être le dollar. Est-ce que c'est clair? Donc, on ne va jamais trouver le epsilon, et mettez ça en tête. Jamais d'epsilon dans le suivant. Jamais. Jamais. C'est clair? Voilà. Je m'en jamais. Si il n'y a plus personne sur cette terre, est-ce que ça veut dire qu'il y a epsilon? C'est la fin. C'est le dollar. C'est la fin. Est-ce que c'est clair ou non? S'il n'y a personne sur cette terre-là, nous sommes les antécédents. Donc, s'il n'y a aucune personne sur cette terre, ça ne veut pas dire qu'on a l'epsilon, ça veut dire que c'est la fin. La fin, ça veut dire que c'est le dollar. Comme étant un symbole. Hein? C'est clair? Wadha l'idée, hein? Est-ce que c'est clair? Parfait. Donc, prenons un premier exemple. On a le S qui donne B, le A qui donne petit a ou epsilon, le B qui donne petit b ou AB. Quel est le suivant de S? Quel est le suivant de A? Quel est le suivant de B? Allez, 2 minutes et on corrige. On reprend. Allez, Siti. Allô, allô. Donc, on a S qui donne grand B, grand A qui donne petit a ou epsilon, B qui donne petit b ou AB, et on est demandé de calculer le suivant de S, le suivant de A et le suivant de B. Tout d'abord, le suivant de S, c'est le dollar. Oui ou non? Pourquoi? Parce que S, tout d'abord, allez chez parce qu'on a l'argent.
S, c'est quoi? Axiome. Le suivant de l'axiome, c'est $. C'est pas $, uniquement. Alors, ça ne veut pas dire que le $, c'est toujours le seul suivant de l'axiome. Non. Parmi les suivants de l'axiome, on a le $. C'est clair? Dans notre cas, le S, il ne figure dans aucune règle. On n'a pas de S dans aucune règle. Donc, le suivant de S, c'est le $. Bien. Après, le suivant de A, c'est quoi? Ce qui vient après le A, c'est quoi? C'est le premier de B. Oui ou non? C'est quoi le premier de B? Petit B. Petit B ou bien le premier de A. Oui ou non? Quel est le premier de A? A ou epsilon. Oui ou non? Donc, le B, le suivant de A, c'est quoi? C'est le premier de B. C'est quoi le premier de B? C'est quoi le premier de B? C'est A ou bien B. Dans le cas où vous avez A qui commence par epsilon, dans le cas où vous avez le A qui commence par epsilon, quel est le premier de B? C'est le premier de B. Oui ou non? Donc, est-ce que vous avez epsilon parmi les suivants de A? Si vous avez epsilon, elle va être remplacée soit par B, soit par premier de A. Soit par B, soit par premier de A. Est-ce que c'est clair? Oui. Allô, est-ce que c'est clair ou non? Je reprends. مش لازم تحس. انت ما تحسش. انت اعطي الريزولتا. مش لازم تحس. Est-ce que انا رجعت l'enregistrement? Parfait, bien. S'il vous plaît, je reprends. On a le suivant de A, c'est quoi? C'est le premier de B. Oui ou non? Le suivant de A, c'est le premier de B. C'est quoi le premier de B? C'est petit b, union quoi? Premier de A. Est-ce que c'est clair? C'est quoi le premier de A? C'est petit a ou bien epsilon. Bien. Supposons que le A, il commence par epsilon. Le A, il commence par epsilon. C'est quoi le premier de B? C'est le premier de B. Donc, on ne va rien ajouter. De telle façon, ça va être petit b ou premier de A. Et si le premier de A, il commence par epsilon, alors ça va être petit b. Donc, ça va jamais être epsilon. Soit c'est petit a, soit c'est petit b. Est-ce que c'est clair? Donc, on a le suivant de A, c'est B ou bien A. Les suivants de B, c'est quoi? On a S qui donne B. Donc, les suivants de B, c'est quoi? C'est les suivants de S. Oui ou non? Oui, c'est بدي اعمل اللي تحب. ما تحكيليش اعمل اللي تحب. مش بالي حكيت لك حتى انا قلت لك اعمل اللي تحب. ها؟ هكا من بكي. Donc, je reprends. Le suivant de B, c'est quoi? C'est le suivant de S. Pourquoi union suivante de B? Le suivant de B, c'est le suivant de S, ok? S qui donne B. Donc, ce qui vient après le B, c'est le même qui vient après le S. Ça, c'est clair. Donc, c'est bon. Pourquoi c'est union suivante de B? Oui. Parfait. Le B, il donne A, B. C'est clair? Donc, le suivant de B, c'est le suivant de S, union le suivant de B. Donc, ça va être $. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour être clair, en TLA, est-ce que j'ai déjà donné un résultat sans le justifier? J'ai jamais dit ça. Moi,
en tant qu'enseignant, est-ce qu'il y a parfois que j'ai donné un résultat sans démontrer ou justifier le résultat? Non. Donc, il vaut mieux toujours donner ou mentionner l'acheminement ou comment vous avez trouvé la solution. C'est clair? Parfois dans la question, on vous donne la remarque, donner le résultat final. À ce niveau-là, vous allez donner directement le résultat final. C'est clair? Mais si on ne vous dit rien, il vaut mieux montrer comment vous avez trouvé ce résultat-là. C'est clair? Même si c'est pour vous, hein, pour savoir est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose de cohérent ou non. C'est clair? Même c'est pour toi. Ce qui a été écrit au brouillon, le résultat, comment vous l'avez obtenu, vous allez le dupliquer sur la feuille de l'examen. C'est très simple. Pourquoi on a fait l'union avec le suivant de B? Le B, il donne quoi? B, petit b ou bien AB. Donc, supposons que le B, il donne AB. Supposons que le B, il donne AB. Donc, remplace ici le B par AB. S qui donne B. Ça peut être S qui donne A, B. Oui ou non? C'est quoi le suivant de B? C'est le suivant de S, union, le suivant de B. Le B, il donne AB, encore une fois. Avec un. Sidi, تفضل. تفضل. Hein? Et finalement, qu'est-ce que ça va donner? Le suivant de S. Le suivant de S, c'est quoi? C'est le 2 là. Le suivant de S, c'est lui qui va être la condition d'arrêt. Le suivant de S, c'est de là. Union le suivant de B. Le suivant de B, c'est le même que le suivant de S. Donc, ça va être de là. C'est clair? Voilà. Oui. Premier suivant de A. Le suivant de A, c'est quoi? C'est le premier de B. Et supposons que le B, il commence par epsilon. Supposons que le B, il commence par epsilon. Donc, le suivant de A, ça va être quoi? Le suivant de B. C'est pour ça qu'on a éliminé l'epsilon. On ne peut jamais, et ça c'est une règle universelle, jamais, philosophiquement, on ne peut jamais trouver le négligeable, le epsilon, après la fin. Ça veut dire que vous avez la fin, c'est le dollar. C'est clair? C'est clair? Ben, on enchaîne avec le même exercice. Bien, donc, on reprend avec la même grammaire. C'est la même qu'on a travaillé tout à l'heure au niveau du premier. C'est la même grammaire. Donc, on a E qui donne TE', E' qui donne plus TE', ou moins TE', ou epsilon. T qui donne FT', T' qui donne étoile FT' ou division FT' ou bien epsilon. Et finalement, F qui donne E entre parenthèses ou bien NB. Je vous ai montré déjà les premiers, parce qu'on peut s'en servir au niveau du suivant. Donc, vous êtes demandé à calculer le suivant de E, le suivant de E', le suivant de T, le suivant de T' et le suivant de F. Allez, vas-y. Justement, on va oublier. Normalement, c'est bon. Parfait. Ben, allez, on commence. Donc, tout d'abord, concernant la première itération,
Est-ce que je peux déterminer le suivant de E'? Non. Est-ce que je peux déterminer le suivant de T? Non. Non plus pour le T' et le F. J'ai le E qui est un axiome. Donc, je peux directement dire que parmi les suivants de l'axiome, j'ai le dollar. Est-ce que c'est clair? Wadaha? Bien. Alors, vous n'êtes pas censé me répondre avec cette manière-là. Wadaha? Je fais de la sorte pour vous expliquer le raisonnement, ni plus ni moins. Le but, c'est la dernière ligne, c'est le résultat final. C'est clair? Bien. Donc, on a le suivant de E, c'est l'axiome, donc c'est le dollar. Ça, c'est clair. Voilà. Est-ce que c'est clair, Olé? Bien. Donc, si je détermine maintenant le suivant de l'axiome, c'est dollar, je dois parcourir toutes les règles. Est-ce qu'il y a un autre E dans toutes les règles? Oui, il y a ce E. Dans la règle de F, il y a le E entre parenthèses. Donc, le suivant de E, à part le dollar, c'est quoi? C'est la parenthèse fermante. Donc, je mets à jour au niveau de la deuxième itération. Ce qui est en rouge, là, c'est la mise à jour par rapport à l'itération précédente. C'est clair? Bien. Donc, maintenant, j'arrive à reconnaître que le suivant de E sont dollar et parenthèse fermante. Bien. Le suivant de E, c'est parenthèse fermante et dollar. Quel est le suivant de E'? Le E donne TE'. Le E donne TE'. La source, c'est le E. Les dérivés sont TE'. E', c'est le dernier élément dans les dérivés. Donc, le suivant de E', c'est quoi? C'est le suivant de E. C'est le suivant de la source. Est-ce que c'est clair? Donc, le suivant de E', c'est dollar parenthèse. Pourquoi j'ai mis ici dollar et non pas dollar parenthèse? Parce que c'est à cette itération-là que j'ai trouvé le dollar, la parenthèse. C'est clair? Donc, à l'itération suivante, je vais mettre à jour. C'est clair? Alors, vous pouvez travailler d'une manière horizontale et verticale en même temps. Vous pouvez le faire. C'est clair? Mais vertical tout seul, non. Horizontal tout seul, oui. Mais aussi, vous pouvez alterner en même temps l'horizontal et le vertical en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez mettre à jour la même ligne ici. Donc, puisque le dollar parenthèse sont les suivants de E, donc automatiquement, les suivants de E' sont dollar parenthèse aussi. C'est clair? Bien. Donc, on a les suivants de E', c'est dollar parenthèse. Je parcours toutes les règles. Est-ce que j'ai un autre E' au niveau des règles? Oui, j'ai le E' qui donne plus TE'. C'est quoi le suivant de E'? C'est le suivant de E'. C'est clair? Donc, je n'ai aucune valeur ajoutée. Est-ce que j'ai un autre E' au niveau de toute la règle, de toutes les règles? Non. C'est clair? Wadaha? Allô? Parfait. Bien. Je passe. Le suivant de T. J'ai la règle plus TE'. C'est quoi le suivant de T? C'est pas le E'. Non, c'est totalement différent. Lorsque je dis le suivant de quelque chose, c'est un symbole non terminal, c'est faux. Le symbole non terminal ne peut jamais être un suivant, ne peut jamais être un premier. C'est clair? C'est un non terminal, il va être dérivé. C'est clair? Donc c'est la dernière fois. Donc, le suivant de T, c'est quoi? C'est le premier de E'. C'est pas E', c'est le premier de E'. C'est quoi le premier de E'? Il a été déjà calculé. C'est plus, moins et epsilon. Donc, les suivants de T sont plus, moins, dans le cas où le E', il commence par epsilon. Dans le cas où le E', il commence par epsilon, quel est le suivant de T? C'est le suivant de E'. Est-ce que c'est clair ou non? Je reprends. Le suivant de T, c'est les premiers de E'. Quels sont les premiers de E'? Plus, moins et epsilon. Donc, prenons tout d'abord plus et moins. Plus et moins, ce sont
les premiers de E', donc ce sont les suivants de T. Bien. Dans le cas où le E', il commence par epsilon, dans le cas où le E', il commence par epsilon, ça veut dire que vous avez la règle E' qui donne plus T. Plus T seulement. Quel est le suivant de T maintenant? C'est le suivant de la source. Quelle est la source? C'est E'. Donc le suivant de T, c'est le premier de E', privé de epsilon, union le suivant de E'. Est-ce que c'est clair? Quels sont les suivants de E'? On a été déjà calculé. C'est de la parenthèse. Donc le suivant de T, ça va être quoi? C'est plus, moins, dollar et parenthèse. Est-ce que c'est clair? D'où on a trouvé le dollar et la parenthèse? Parce que le premier de E', il contient epsilon. Si j'ai le epsilon parmi le premier, donc je vais passer au caractère suivant. Puisque le T, c'est le dernier caractère au niveau de la règle, au moment où le E' commence par epsilon, donc le suivant de T, ça va être le suivant de E'. Est-ce que c'est clair ou non? Voilà. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Comment dirais-je? Le fait de trouver le bon résultat, c'est le fait d'appliquer le bon raisonnement. Lorsque je vous demande c'est quoi le suivant de T, ne me dites pas c'est de là ou de parenthèse. Non. Le suivant de T, c'est le suivant de E'. Et je vais chercher c'est quoi le suivant de E'. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est bon, on a déjà passé. Le suivant de T, c'est le premier de E'. Dans le cas où le E' commence par epsilon, le suivant de T, c'est le suivant de E'. C'est clair? Et après, on applique mathématiquement. C'est quoi le résultat? C'est clair? Voilà. Pour ne pas se tromper, mettez le bon raisonnement devant vous, égal premier de union, le suivant de, puis appliquez au final l'application mathématique. C'est clair? Voilà. Donc, le suivant de T, c'est plus, moins, c'est du côté premier de l'E'. Et dans le cas où le premier de l'E' c'est epsilon, alors on passe au suivant de l'E', c'est le même que le suivant de E, c'est le de la parenthèse. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bien. Le suivant de T'. Hein? C'est le suivant de T. Le suivant de T', c'est quoi? Ce sont les suivants de T. C'est quoi les suivants de T? C'est quoi le suivant de T? On l'a déjà trouvé maintenant. Le suivant de la parenthèse. Voilà. Est-ce que c'est clair? Finalement, le suivant de F, c'est quoi? C'est le premier de T'. Quels sont les premiers de T'? Étoile, division. C'est bon. Dans le cas où le T' qui commence par étoile, le suivant de F, c'est étoile. Dans le cas où le T' il commence par division, alors le suivant de F, c'est division. Dans le cas où le T' il commence par epsilon, le suivant de F, c'est quoi? C'est le suivant de T'. Parfait. Donc ça va nous donner plus, division, étoile, moins, de là, et parenthèse. Est-ce que c'est clair? Voilà le raisonnement. Hein? Dis-moi, lorsque vous avez epsilon parmi les premiers, alors vous allez passer au suivant. Si votre caractère il se trouve le dernier à droite, ça veut dire que vous allez revenir au suivant de la source. Est-ce que c'est clair? Et on parcourt toutes les règles pour savoir quels sont les symboles. Si je vais trouver le suivant de E, il faut voir toutes les règles où se trouve le E. C'est clair? Si, à titre d'exemple, j'ai une autre règle, S qui donne E+, S qui donne E+. Parmi les suivants de E,
on a déjà trouvé le dollar et la parenthèse, et on ajoute le plus, parce qu'il y a une autre règle où il y a le S qui donne E plus. C'est clair? Voilà, c'est bon? Hein? Y a-t-il une question? Je commence à faire un s'il vous plaît. C'est parmi les exemples les plus compliqués. D'ailleurs, c'est la grammaire ETF. Ça, c'est la grammaire d'une calculatrice basique. La calculatrice basique qui contient les chiffres de 0 jusqu'à 9, avec plus, division, parenthèse, ouvrant, parenthèse fermant, multiplication et soustraction. Ça, c'est la grammaire sur laquelle a été développée la calculatrice basique. Avant de développer la calculatrice basique, ils ont conçu cette grammaire. On appelle ça la grammaire ETF parce qu'elle est symbolisée par E, T et S. Avec le E' c'est similaire à E, et le T' c'est similaire à E. On appelle ça, c'est une grammaire très connue, c'est la grammaire ETF, c'est la grammaire de la calculatrice basique. Basique, ce n'est pas la calculatrice scientifique. Est-ce que c'est clair? Voilà. Parfait, bien. Donc, on a calculé le premier, on a calculé le suivant. Dans quel but? Dans le but de tracer la table d'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va concevoir notre analyseur prédictif. Comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez bien, notre travail consiste à prédire à l'avance quelle est la règle que je vais l'appliquer si j'ai un tel symbole. Donc, le but de calculer le premier et le suivant, c'est de tracer la table d'analyse. Donc, quand on va tracer cette table-là, on va avoir une matrice. En ligne, on va mettre les noms terminaux. En colonne, on va mettre les terminaux. Je reprends. Monsieur, le terme de ligne, c'est un peu le langage moderne. Je trouve des mots tolérés ou des symboles tolérés. Je reprends. Donc, on a un analyseur syntaxique à concevoir. Donc, on va mettre tout d'abord en ligne, on va mettre les noms terminaux de la grammaire. En colonne, on va mettre les terminaux de la grammaire. Est-ce que c'est clair tout d'abord? Côté hiérarchie de la table, tout d'abord. Donc, vous avez une matrice. En ligne, vous allez mettre les symboles non terminaux de votre grammaire. Et en colonne, vous allez mettre les symboles terminaux de votre grammaire. C'est clair? Parfait. Ça, c'est notre table. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en ligne les symboles non terminaux. On a E, E', T, T' et F. En colonne, on va mettre les symboles terminaux. NB, plus, moins, étoile, division, parenthèse ouvrant, parenthèse fermant et $. Est-ce qu'on met le epsilon? Non. Est-ce que c'est clair ou non? Je reprends. En ligne, on met les symboles non terminaux. En colonne, on va mettre les symboles non terminaux. C'est clair? Bien. Comment remplir cette table-là? On a déjà calculé les premiers. On a déjà calculé les suivants. D'ailleurs, ils sont devant nous. Les premiers qui ont été calculés au début de cette séance, comme exercice d'application, et les suivants qu'on vient de les calculer maintenant. C'est clair? Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le E. Quels sont ses premiers? Le E. Quels sont ses premiers? Parenthèse ouvrante et NB. C'est clair? Je vais mettre à la case d'intersection entre le E et ses premiers. Le E et ses premiers. Le E, il a comme premier, parenthèse, et NB. Entre le E et ce premier, NB et parenthèse ouvrante. E, NB, parenthèse ouvrante. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la règle qui va nous permettre de lire ce symbole-là. J'ai le E, je veux lire le NB parce que c'est son premier. Donc, quelle est la règle? Je vais la mettre. E donne et E'.
Le E avec l'autre premier parenthèse, je vais mettre la règle E qui donne des E'. Est-ce que le plus est parmi les premiers de E? Non, je laisse la case vide. Le moins, est-ce que c'est parmi les premiers de E? Non, je laisse la case vide. L'étoile, division, parenthèse fermante, dollar, est-ce qu'ils appartiennent au premier de E? Non, je laisse la case vide. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comme première étape? Je vais faire la même chose avec le E'. Quels sont les premiers de E'? Plus, moins et epsilon. Je prends le plus et le moins. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec le epsilon. Les premiers de E' sont plus et moins. Donc l'intersection entre E', le plus et le moins, je vais mettre la règle qui va nous permettre de lire ce symbole. E' et je vais lire le plus. Quelle est la règle parmi ces trois qui va nous permettre de lire le plus? Est-ce que E' donne plus de E', ou bien moins de E', ou bien epsilon? Je veux lire le plus. Quelle est la règle que je vais l'appliquer? C'est plus d'E'. Donc E' donne plus d'E'. C'est cette partie-là. En fait, ce sont trois règles. Comment? C'est-à-dire E' donne plus de E', E' donne moins de E' donne epsilon. C'est clair? Je veux lire le plus. Parmi les premiers de E', j'ai le plus. Donc je vais mettre la règle correspondante au symbole plus. C'est la règle plus E'. Je veux lire le moins. À l'intersection entre le E' et le moins, je vais lire la règle E' donne moins de E'. Est-ce que c'est clair? Nous sommes dans le même cas de figure que le E jusqu'à maintenant. On a fait la même chose. Le nom terminal, avec ses premiers, je vais mettre la règle correspondante. Est-ce que c'est clair? On n'a pas encore traité le cas de l'epsilon. Est-ce que c'est clair pour le moment? Pour le plus, le moins de E'. Est-ce que c'est clair, Rodin? À l'intersection du symbole non terminal, je vais mettre la règle à appliquer. Yesier. Donc, à l'intersection entre le symbole non terminal et ses premiers, je vais mettre la règle correspondante. Je veux lire le plus, donc je vais mettre la règle plus et le plus. Je veux lire le moins, je vais mettre la règle moins et le plus. Si par exemple, j'avais une seule règle ici, E' qui donne S, je vais dire n'importe quoi, E' qui donne S. Quelle est la règle à mettre au niveau de E' avec le plus? S. E' qui donne S. Quelle est la règle que je vais mettre? Je n'ai pas la règle plus et E', je n'ai pas la règle moins et E', je n'ai pas la règle epsilon. J'ai seulement la règle E' qui donne S. Parmi les premiers de E', qu'est-ce que j'ai? J'ai plus et moins. Je vais mettre la règle entre l'intersection de E' et le plus, E' donne S. Entre le E' et le moins, E' donne S. C'est clair? Puisque j'ai plusieurs règles, donc je vais mettre la règle correspondante au terminal que je veux plus. Voilà le choix. C'est clair? Bien. On a maintenant le epsilon parmi les premiers de E'. Si j'ai le epsilon parmi les premiers, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les suivants de E'. Si j'ai le epsilon parmi les premiers de E', je vais voir les suivants de E'. Je reprends encore une fois. J'ai trois symboles parmi les premiers. Plus, moins, epsilon. Pour le plus et le moins, je vais mettre la règle correspondante. L'epsilon, il va nous transiter vers le suivant de qui? Le suivant de E'. D'ailleurs, c'est tout à fait logique. Pourquoi on a calculé le suivant? Parce qu'on a epsilon parmi les premiers. Oui ou non? Si j'ai epsilon parmi les premiers, je vais passer au caractère suivant. Oui ou non? Donc c'est tout à fait logique. Donc, je reprends.
Le E' avec le plus, je mets la règle de E' qui donne le plus. Le E' avec le moins, je mets la règle de E' qui donne le moins. Le E' avec l'epsilon, je vais voir les suivants de l'epsilon. Quels sont les suivants de E'? Quels sont les suivants de E'? Ce sont dollar et parenthèse fermée. Dollar et parenthèse fermée. Dollar et parenthèse fermée. Je vais mettre la règle E' qui donne epsilon. E' qui donne epsilon. Les suivants de qui? Dollar et parenthèse fermée. Ce sont les suivants de E'. C'est clair? On travaille toujours dans le cadre de E'. C'est clair? Si vous avez epsilon parmi le premier d'un nom terminal, vous allez voir ces suivants. Le même nom terminal. Ces suivants. Quels sont ces suivants? On l'a déjà calculé, c'est le dollar et parenthèse. Donc à l'intersection avec dollar et parenthèse, je vais mettre E' qui donne epsilon. C'est la troisième partie de la règle. E' qui donne epsilon. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, si vous avez les premiers d'un nom terminal, vous allez chercher l'intersection de ce nom terminal-là avec ses premiers et vous allez mettre la règle correspondante. Si vous avez parmi les premiers, vous avez epsilon, alors vous allez passer au suivant de ce nom terminal-là et vous allez mettre à l'intersection de la case la règle correspondante. Est-ce que c'est clair? Voilà l'idée ou le choix? Hein? On continue de la même sorte. Le T, quels sont les premiers de T? Quels sont les premiers de T? Parenthèse et ouvrante et NB. Donc on met à l'intersection de T avec NB et de T avec la parenthèse ouvrante la règle correspondante. On a une seule règle, T qui donne FT'. Donc T qui donne FT'. T qui donne FT'. Est-ce que c'est clair? Parfait. Le T', quels sont les premiers de T'? Étoile, division et epsilon. Avant de voir le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir la case entre le T' et l'étoile, entre le T' et la division. Et puisqu'on a epsilon parmi les premiers de T', on va voir quels sont les suivants de T'. Et on va remplir la case d'intersection. C'est clair ou pas? Donc, quels sont les premiers de T'? C'est étoile. Donc, entre T' et le symbole étoile, on va mettre T' donne étoile FT'. On a notre symbole division. Donc, le T' et la division, on va mettre la deuxième règle. T' qui donne division FT'. On a epsilon parmi les premiers de T'. Donc, on va voir les suivants de T'. Quels sont les suivants de T'? Sont plus, moins, dollar et parenthèse. Donc, on va voir l'intersection entre le T' et le plus, le T' et le moins, le T' et le dollar, T' et la parenthèse fermante. Et on va mettre la règle T' donne epsilon. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Voilà. Donc, si vous allez trouver dans une case d'intersection une règle qui donne epsilon, ça veut dire que ce terminal-là, c'est un suivant du nom terminal. Si vous avez une règle epsilon dans l'intersection entre un nom terminal et un terminal, ça veut dire que ce terminal-là, il constitue le suivant de ce nom terminal. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien. Finalement, le F, quels sont les premiers de F? Parenthèse ouvrante et NB. On n'a pas d'epsilon, on ne va pas utiliser le suivant. Oui ou non? Puisqu'on n'a pas d'epsilon. Donc, entre l'intersection de F et la parenthèse ouvrante, on va mettre la règle correspondante. F donne E entre parenthèses. Et entre le F et le NB, on va mettre la règle correspondante. F donne NB. C'est clair? Le remplissage de la table est-il clair? Allô? Y a-t-il une question à propos du remplissage de la table? Donc, si on vous demande de tracer la table d'analyse, vous avez une question, vous avez une grammaire, suivez s'il vous plaît. Vous avez une grammaire et on vous demande, dès la première question,
dès la première question, on vous demande de tracer la table d'analyse. Qu'est-ce que vous allez faire? Calculez le premier, calculez le suivant pour pouvoir tracer la table. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, comment on va lire la table? Si j'ai le symbole non terminal E et je veux lire NB, j'applique cette règle. E qui donne TE'. Elle va me ramener vers le NB, tôt ou tard. C'est clair? Si j'ai le symbole non terminal E et je veux lire le symbole parenthèse ouvrante, alors j'applique la règle E donne TE'. Ben, si j'ai maintenant le non terminal E et je veux lire étoile, quelle est la règle à appliquer? Rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez jamais lire le symbole étoile à travers le non terminal E. Autrement dit, le E c'est quoi? C'est l'axiome. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais commencer un mot avec le symbole étoile. Puisqu'il n'y a aucune relation entre le E et l'étoile. Il n'y a aucune relation entre le E et le mot. Il n'y a aucune relation entre le E et la division. C'est clair? Donc, à titre d'exemple, essayez de prendre un mot qui commence avec étoile. Par exemple, étoile 2. 2 c'est le NB, c'est le nombre. Donc, étoile 2. Vous voulez faire une expression étoile 2. Est-ce que mathématiquement parlant, est-ce qu'on peut faire une expression arithmétique multipliée par 2 sans avoir de précédent? On peut dire 3 fois 2, et non pas fois 2. Fois 2, c'est quoi 2 fois 2? Ça colle pas, oui ou non? Donc, est-ce que c'est logique de trouver une expression étoile 2? Non. Est-ce qu'on peut le faire? Non. Pourquoi? Avec l'étoile, il n'y a aucune règle à appliquer. S'il n'y a aucune règle à appliquer, ça veut dire que vous ne pouvez pas, à partir de l'axiome, faire l'étoile. C'est clair? Vous ne pouvez pas, à partir de E', trouver l'étoile. Vous ne pouvez pas, à partir de E', trouver la division. Par contre, si vous voulez faire l'étoile, alors il faut passer impérativement par le T'. Le T', il vient d'où? Le T'. Il vient du T. Le T, il vient d'où? Du E'. Le prime, il vient d'où? De E. Donc, pour arriver à lire l'étoile, il faut tout d'abord passer par le E, passer par le E', par le T, pour arriver finalement à faire l'étoile. Est-ce que c'est clair? Mais commencer un mot par étoile, non. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez essayer. D'ailleurs, on va faire une simulation sur un mot et on va utiliser cette même grammaire, cette même table. On va prendre un mot et on va voir comment on peut le détecter. Est-ce qu'il peut être généré syntaxiquement ou elle? Donc, l'utilité de la table d'analyse, c'est quoi? En répondant à ta question. Est-ce que المعنى a donné كلمة est-ce qu'on peut générer ce mot-là à partir de notre grammaire? D'une manière syntaxique. On est en train de vérifier syntaxiquement est-ce que cette combinaison-là peut-elle être générée ou non? Est-ce que ce mot est vérifié par le pas? C'est clair? D'ailleurs, au match, ce mot, on va l'appeler maintenant une séquence. Au niveau de l'analyse lexicale, on l'appelle un mot. Maintenant, ce sont plusieurs mots. Donc, c'est une séquence. Est-ce que c'est clair? Bien. Après avoir terminé le traçage de la table d'analyse, on peut conclure est-ce que notre grammaire est-elle LL1 ou non? Qu'est-ce que ça veut dire une grammaire qui est LL1 ou non? Le L, ça veut dire qu'on va lire de gauche à droite. Left, L, ça veut dire qu'on va lire de gauche à droite. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de lire les symboles de gauche à droite.
Et le deuxième L, c'est on va faire des dérivations à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, dérivation à gauche? Dans quel sens on va dériver? On a vu au niveau des grammaires, soit on fait des dérivations à droite, ou bien on fait des dérivations à gauche. Donc, si on va faire une analyse du grammaire LL1, il faut savoir au préalable que le premier L, c'est le sens de la lecture. Le L, c'est le left, donc c'est de gauche à droite. Le deuxième L, c'est comment on va faire les dérivations. Donc, pour vous, à votre niveau, on va se limiter aux grammaires LL. Seulement, on va lire de gauche à droite et on va faire des dérivations de gauche à droite. C'est clair? Il y a les grammaires LL, il y a les grammaires LR. Qu'est-ce que ça veut dire LR? Vous allez lire de gauche à droite. Par contre, vous allez faire des dérivations droites. Il y a les grammaires aussi SLR. C'est pas une Mercedes. Hein? Donc, il y a les grammaires SLR. Voilà, c'est symétrique. Left, right. C'est clair? Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'analyse. Vous allez être limité au type d'analyse d'une grammaire LL. Donc, vous êtes demandé juste de concevoir l'analyseur LL. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant LL1? LL1, ça veut dire que vous avez un seul symbole parfait avec ça. Donc, il y a un seul symbole, donc il faut avoir une seule règle par classe, au maximum. Il faut avoir une seule règle par classe. Nous sommes en train de lire un seul symbole à la fois, donc on va appliquer une seule règle à la fois. Donc, comment savoir est-ce que notre grammaire est telle qu'elle est un non? Après avoir cassé la table d'analyse, si on trouve au maximum une règle par case, ça veut dire que votre grammaire, elle est. C'est clair? Si vous allez trouver deux règles par case, un petit exemple, hein, vous avez toutes les cases qui ont respecté cette contrainte, sauf qu'il y a une seule contrainte, une seule case qui n'a pas respecté cette contrainte, alors toute la grammaire, elle n'est pas à la. Je reprends. Là. Je reprends. Pour savoir est-ce que la grammaire est telle, elle est là ou non, il faut voir, après avoir cassé la table d'analyse, est-ce que vous avez au maximum, ce n'est pas toutes les cases qui contiennent une règle, non, au maximum, vous avez une règle par case. Et ça, c'est très important. Au maximum, je reprends. Ça ne veut pas dire que toutes les cases doivent avoir une règle. Non, au maximum, c'est-à-dire soit une case vide, soit une case qui contient une seule règle. Si vous avez toutes les cases qui sont soit vides ou bien qui contiennent une seule règle, alors votre grammaire elle est du type LL1. Sinon, si vous avez au moins une case qui contient plus qu'une règle, alors toute la grammaire, elle n'est pas LL1. Elle peut être LL2, et c'est hors de votre programme. Donc, vous êtes limité à elle n'est pas LL1. Point barre. C'est clair? Elle peut être LL2, c'est une autre technique, c'est le fait de lire deux symboles à la fois. C'est-à-dire, on change le type du curseur. Ce n'est pas un curseur qui va lire un seul symbole, c'est purement technique là. On va lire deux symboles à la fois. C'est-à-dire, si j'ai une séquence A, B, B, A, je ne vais pas lire le A tout seul et après passer au B. Non, je vais lire le AB. Je vais essayer de chercher est-ce que je peux trouver le AB. C'est une autre technique. C'est clair? Voilà. Parfait. Donc, maintenant, si on vous donne une grammaire et on vous demande cette grammaire est-elle LL1? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une seule question. Cette grammaire est-elle LL1? Qu'est-ce qu'on fait? À part calculer le premier, calculer le suivant, tracer la table d'analyse et conclure. Donc, quatre étapes pour une seule question.
Est-ce que c'est clair? Au minimum, 3,5, 4. Au minimum, 3,5, 4. Au minimum, au minimum, au minimum, 3,5, 4. Au minimum. Parfois, ça va être un exercice sur 6 points, 7 points. C'est tout un enchaînement. C'est tout un enchaînement. Alors, il y a une seule question là. C'est très simple. Est-elle là? D'accord. Un exercice, 4 règles, est-elle là? Même le surveillant, là, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Il y a une seule question de 2 pages d'écriture. Pourquoi? Hein? Il faut le prouver. Il faut le justifier. Bien sûr. Oui, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Tout simplement. Bien sûr. Non, il faut toujours justifier l'enchaînement. Est-ce que c'est clair? Voilà le choix. Alors, imaginez qu'un étudiant il me répond non, c'est pas LL1 parce qu'il n'y a pas au maximum une seule règle par cas. Oh, il n'a rien trouvé, il n'a rien tracé, il n'a rien fait. Mais il imagine que la table, elle ne peut pas. Mais il y a une autre manière, je vais vous le montrer. Au fur et à mesure de l'avancement, il y a plusieurs autres manières de détecter est-ce qu'elle est LL1 sans faire la table d'analyse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est la partie, comment dirais-je, c'est le comment dirais-je. C'est clair? واضح المشوار. C'est clair? Parfait. Donc, oui, لا يتفضل حقي. Vas-y. كيفاش؟ Les tout, vous êtes. Les, c'est hors de votre programme. On ne vous pose jamais la question. C'est hors de votre programme. On ne vous donne jamais la question LL ou LR. Non, c'est toujours LL. Les grammaires que vous allez travailler là-dessus, ce sont toujours des grammaires LL. Sauf que, est-ce que c'est LL1 ou non? C'est clair? Mais vous n'êtes pas demandé. Le LR, le SLR, c'est hors de votre programme. D'ailleurs, s'il vous plaît, si on va faire du LR, maintenant on va, s'il vous plaît, Raoul, c'est hors de votre programme, et j'ouvre une parenthèse, c'est pour vous, pour votre connaissance. Donc, si on utilise la grammaire LR ou bien l'SLR, Raoul, ça veut dire qu'on va faire le travail inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? On va partir du résultat pour remonter à la source. C'est qui s'appelle une analyse qui est ascendante. Nous sommes en train de faire une analyse descendante, c'est-à-dire de l'axiome, on part vers les résultats. C'est clair? Si on va utiliser tout ce qui est à droite, ça veut dire qu'on va remonter du résultat et on va essayer de remonter vers la source. C'est-à-dire, à titre d'exemple même, c'est pas la même chose, mais c'est le même concept, c'est le même concept de raisonnement en biologie. J'ai un enfant qui est devant moi et je veux chercher ses parents. Je remonte à travers les ADN de l'enfant et les ADN de plusieurs autres personnes. Je peux remonter vers son grand-père ou bien son grand-grand-père. Est-ce que c'est clair? C'est le sens inverse. C'est clair? Et c'est nettement plus difficile. C'est nettement plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est l'analyse descendante. Vous avez une cible qui est limitée. Une cible qui est limitée. C'est clair? Par contre, si vous allez partir du résultat, vous n'allez pas avoir l'idée comment je vais remonter au sommet. C'est clair? Il y a plusieurs chemins qui peuvent vous rendre au sommet. C'est clair? C'est nettement plus difficile. D'ailleurs, elle est nettement plus coûteuse en temps de calcul et en temps de mémoire. D'ailleurs, les algorithmes qui utilisent l'analyse ascendante sont très coûteux et ils ont une complexité qui est importante. Inch'Allah, كان قعدنا شوية وقت نعطيكم exemple. La dernière séance, Inch'Allah. C'est clair? واضحة؟